Pour de nombreux Irakiens, Uday, le fils de Saddam Hussein, représentait l'avenir de leur nation. Mais derrière les palais, les voitures coûteuses et les apparitions publiques, quelque chose de bien plus sombre grandissait. Il avait une obsession malsaine pour la domination des femmes, et les choses qu'il a faites aux femmes en Irak sont presque trop horribles pour être crues. Uday Hussein est né le 18 juin 1964 à Bagdad, en Irak. Il a grandi dans l'une des familles les plus puissantes et les plus redoutées du Moyen-Orient. Dès le début, sa vie a été entourée de richesses, de privilèges et de protection. Son père, Saddam, était déjà une figure politique montante au sein du parti Baas au pouvoir, et sa mère, Sajidat Alpha, venait d'une famille respectée liée aux propres parents de Saddam. En tant que fils aîné, Uday était traité comme un futur roi. Même enfant, il menait une vie complètement séparée de celle des Irakiens ordinaires. Il avait des précepteurs privés, des chauffeurs et des gardes du corps. Il n'a jamais eu à faire face à la discipline, aux limites ou aux responsabilités. À un âge où la plupart des enfants jouaient dehors ou allaient à l'école, à pied, Uday était déjà conduit dans des voitures coûteuses, portait des vêtements de créateurs et dînait avec des politiciens et des généraux. Chaque souhait qu'il avait était exaucé instantanément, et chaque erreur était ignorée. L'influence de son père en Irak a grandi rapidement au cours des années 1970, tout comme la peur entourant la famille Hussein. Saddam a enseigné à ses enfants que la pitié était une faiblesse et que la loyauté comptait plus que la vérité. Uday a grandi en observant le tempérament violent de son père, les purges et les exécutions de quiconque était en désaccord avec lui. Dès son plus jeune âge, il a appris que la peur pouvait contrôler les gens mieux que la gentillesse ne le pourrait jamais. Au moment où il était adolescent, le caractère d'Uday avait déjà commencé à montrer des signes de cruauté. Ses professeurs au collège de Bagdad et dans d'autres écoles d'élite le trouvaient impossible à gérer. Il se vantait du pouvoir de son père et s'attendait à ce que tout le monde le traite comme un membre de la royauté. Les étudiants avaient peur de le regarder dans les yeux. Certains camarades de classe se souvenaient comment il giflait ou insultait quiconque osait le remettre en question. Même les animaux n'étaient pas à l'abri de sa colère. Il était connu pour leur faire du mal par amusement. Lorsqu'il est entré au collège de médecine de Bagdad, son comportement n'a fait qu'empirer. Il n'avait aucun intérêt pour l'étude de la médecine. Il voulait seulement utiliser l'école comme une scène pour son arrogance. Les professeurs ne pouvaient pas le discipliner et les étudiants qui lui déplaisaient étaient menacés ou battus par ses gardes. Il arrivait souvent en retard, ivre ou dans une voiture tape à l'œil, exhibant son pouvoir. La position de son père le protégeait de toute conséquence. Chaque fois qu'Uday avait des ennuis, quelqu'un d'autre était puni à sa place. Les gens autour de lui ont appris à se taire, à sourire et à prétendre que rien n'allait mal. Ce silence a permis à ses pires traits de grandir sans contrôle, ce qui se transformerait plus tard en quelque chose de beaucoup plus sombre. À la fin des années 1980, le pouvoir d'Uday avait atteint des niveaux effrayants. Il n'était plus seulement le fils gâté d'un dictateur, il était devenu un homme qui pouvait détruire des vies d'un seul ordre. Saddam lui avait donné plusieurs titres importants, notamment celui de chef du comité olympique irakien, du réseau médiatique national et des organisations de jeunesse. Sur le papier, il était censé promouvoir le sport, superviser les programmes télévisés et guider la jeune génération. En réalité, ces postes lui donnaient un contrôle total sur les athlètes, les journalistes et les étudiants, en particulier les jeunes femmes. Son palais dans le quartier d'Al-Jadriya à Bagdad se dressait comme un symbole de sa double vie. De l'extérieur, il ressemblait à un lieu de richesse et d'élégance, avec des jardins entretenus, des portails dorés et des gardes postés à chaque coin. À l'intérieur, les murs étaient recouverts de marbre italien importé et des lustres plaqués or pendaient des plafonds. Des voitures coûteuses remplissaient les garages et les pièces étaient décorées d'antiquités rares, de miroirs et de meubles recouverts de soie. Mais sous toute cette beauté, c'était un endroit où les cris étaient réduits au silence et où les vides se terminaient sans laisser de traces. Uday utilisait ses gardes comme des chasseurs. Il parcourait Bagdad dans des voitures de luxe, scrutant les foules à la recherche de jeunes femmes qui attiraient de son attention. Les campus universitaires, les zones commerciales et même les lieux de mariage sont devenus dangereux. Certaines filles étaient d'abord approchées poliment, on leur promettait des cadeaux ou des bourses d'études,
tandis que d'autres étaient simplement kidnappées en plein jour. Les familles qui tentèrent de signaler des filles disparues étaient averties de garder le silence, car tout le monde savait qui était derrière cela. Aucun policier n'oserait défier le fils de Saddam Hussein. Une fois amenées au palais, les femmes entraînent dans un cauchemar dont elles ne pouvaient s'échapper. Les grandes salles, qui semblaient belles pendant la journée, devenaient des scènes de terreur la nuit. De nombreuses victimes étaient torturées ou humiliées pendant des heures. Certaines étaient tuées par la suite pour effacer toute preuve. D'autres étaient gardées pendant des jours avant d'être jetées et de ne plus jamais être entendues. Uday traitait les femmes comme des propriétés, quelque chose à utiliser, à briser et à remplacer. Les domestiques disaient que chaque matin, de nouveaux visages apparaissaient, et le lendemain, ces mêmes visages avaient disparu. La cruauté ne s'arrêtait pas aux femmes irakiennes. Les étrangères qui travaillaient à Bagdad, y compris les infirmières, les enseignantes, le personnel hôtelier et même les assistantes de diplomates, étaient également ciblées. Les femmes libanaises et philippines étaient particulièrement vulnérables, car beaucoup travaillaient en Irak à l'époque. Certaines étaient enlevées lors de fêtes ou d'événements sociaux où les gardes d'Uday surveillaient attentivement toute personne qui se démarquait. Des femmes européennes vivant à Bagdad pour le travail ont également disparu, et la plupart de leurs cas ont été étouffés par le gouvernement. Et parce qu'il était le fils de Saddam, personne ne pouvait l'arrêter, même les policiers évitaient son nom. En 1988, il a franchi une ligne qui a choqué même ceux qui le craignaient déjà. À cette époque, l'Irak célébrait la fin de la longue et sanglante guerre avec l'Iran, et la famille de Saddam Hussein se préparait pour un mariage en grande pompe. L'occasion était le mariage de l'oncle d'Uday, Watban Ibrahim al-Tikriti, l'un des frères de confiance de Saddam. La fête a eu lieu dans une grande salle à Bagdad, remplie de hauts fonctionnaires, d'invités étrangers et de membres du parti Baas au pouvoir. Tout était censé afficher le pouvoir, l'unité et la joie. Mais alors que la musique jouait et que les invités profitaient de la soirée, le tempérament sombre d'Uday a transformé la célébration en cauchemar. Il avait beaucoup bu, ce pourquoi il était connu, et s'est rapidement mis en colère à cause de ce qu'il pensait être une trahison privée. Sa rage était dirigée contre Kamel Hanna Gegeo, un homme qui travaillait très étroitement avec la famille. Kamel Hanna n'était pas seulement le valet personnel de Saddam, mais aussi l'homme qui aidait à organiser de nombreux événements privés, notamment en présentant des femmes au cercle intime de Saddam. Ce soir-là, Uday l'a vu parler à sa mère, Sajida, et dans son état d'ivresse et de paranoïa, il a cru que quelque chose d'inapproprié se passait. Sans avertissement, Uday a explosé. Devant la foule, il a saisi une arme, certains récits disent un couteau, d'autres disent une massue, et a attaqué Kamel Hanna dans un accès de violence. Les invités se sont figés de choc alors qu'Uday le frappait à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il s'effondre et meure sur place. La scène était chaotique, la musique s'est arrêtée, les gens ont crié, et le sang a recouvert le sol. Parmi les témoins horrifiés se trouvait l'épouse du président égyptien Hosni Moubarak, qui avait été invitée en tant qu'invité d'honneur. L'incident a embarrassé la direction irakienne et a provoqué un scandale diplomatique que Saddam ne pouvait ignorer. Saddam était furieux, non seulement à cause du meurtre, mais parce que cela s'était produit devant des invités étrangers. Pour un homme obsédé par le contrôle et l'image, c'était une humiliation directe. Pour la première fois, il a délai réalisé que le comportement d'Uday pouvait nuire à sa propre réputation et à sa position politique. Uday a été immédiatement arrêté par les hommes de sécurité de son père et emmené loin du palais. De nombreux fonctionnaires croyaient que Saddam pourrait même exécuter son fils pour restaurer son autorité. Mais malgré la pression, Saddam a choisi une punition plus légère. En 1989, Uday a été envoyé en Suisse sous prétexte d'étudier, mais tout le monde savait que c'était un exil. Saddam espérait que la distance pourrait calmer le comportement violent de son fils. Pendant son séjour là-bas, Uday a vécu dans le luxe, passant ses journées à conduire des voitures coûteuses et à organiser des fêtes. Il n'a montré aucun signe de regret pour le meurtre. Après quelques mois, il a prétendu être malade et a exigé de rentrer chez lui pour un traitement médical. Saddam l'a autorisé, soit par culpabilité, soit parce qu'il ne pouvait supporter de garder son fils préféré loin.
Lorsqu'Uday était retourné en Irak, il était clair qu'il n'avait rien appris. En fait, le contraire s'est produit. Il a réalisé que même le pire crime ne lui avait pas coûté la vie. Cette connaissance lui a donné un nouveau niveau de confiance. À partir de ce moment, la cruauté d'Uday est devenue plus audacieuse et plus imprudente. Lorsque l'Irak a envahi le Koweït en août 1990, le pays a sombré dans le chaos. Alors que les soldats se battaient sur les lignes de front, Uday Hussein a vu la situation comme une nouvelle opportunité de plaisir personnel et de contrôle. Dans la confusion de la guerre, des milliers de Koweïtiens ont été capturés et ramenés en Irak, y compris des femmes et des jeunes filles. Beaucoup ont été envoyés dans des prisons ou des centres de détention, tandis que d'autres ont été remises en récompense à des hommes puissants du cercle de Saddam. Certaines ont même été présentées comme des cadeaux à Uday et à son frère Qusay, comme si elles étaient des propriétés. Uday a rapidement profité de la situation. Il a envoyé ses hommes dans les prisons et les camps militaires pour sélectionner les femmes qu'il trouvait attirantes. Ces femmes, certaines aussi jeunes que des adolescentes, ont été amenées à son palais à Bagdad. Une fois à l'intérieur, il n'y avait pas d'échappatoire. Uday traitait la guerre comme un jeu où il pouvait faire ce qu'il voulait sans conséquence. Selon des rapports partagés plus tard par des transfuges irakiens, il utilisait la torture comme divertissement. Les victimes étaient battues, brûlées ou agressées pendant des heures, tandis que Uday riait et regardait. Il a filmé beaucoup de ses actes, les gardant comme des trophées tordus. En même temps, Uday contrôlait les médias irakiens. Cela lui donnait un accès complet aux écoles, aux stations de télévision et au théâtre à travers le pays. Il convoquait souvent de jeunes actrices, mannequins ou chanteuses dans ses bureaux, prétendant que c'était pour une interview patriotique ou un programme culturel. Une fois que les femmes arrivaient, les gardes prenaient leur téléphone et verrouillaient les portes. La plupart d'entre elles n'ont plus jamais été revues. Les famillettes qui allaient en chercher leurs filles étaient menacées ou arrêtées pour avoir posé des questions. Une histoire qui s'est répandue discrètement parmi les Irakiens concernait une chanteuse populaire à Bagdad qui avait été invitée à se produire lors d'une des fêtes privées de Uday en 1992. Lorsqu'elle a refusé ses avances, il l'a attaquée devant ses invités, lui brisant les os et la laissant gravement blessée. Sa carrière s'est terminée cette nuit-là. Quelques semaines plus tard, son corps a été retrouvé et l'affaire a été rapidement étouffée. Personne n'a osé prononcer son nom à nouveau. Ces histoires circulaient par chuchotement. Les gens avaient trop peur de mentionner les crimes d'Uday en public, mais tout le monde savait. Les parents suppliaient leurs filles de ne pas assister à des fêtes ou d'accepter une invitation de fonctionnaires du gouvernement. La beauté, le talent ou la célébrité sont devenus dangereux en Irak. Pour de nombreuses jeunes femmes, rester inaperçues était le seul moyen de survivre. La cruauté d'Uday ne s'arrêtait pas à la violence sexuelle. Sa soif de douleur allait au-delà de ce que la plupart des gens pouvaient même imaginer. Il aimait voir les autres souffrir et en a fait partie de sa vie quotidienne. Il a transformé le sport en source de terreur. Les athlètes qui ne parvenaient pas à gagner des médailles étaient punis brutalement. Certains étaient battus avec des câbles, enfermés dans des prisons ou avaient les pieds écrasés avec des gourdins en bois. Ceux qui tentaient de protester étaient forcés de courir de longues distances sur des jambes cassées ou étaient envoyés dans des prisons militaires. Mais pour les athlètes féminines, le cauchemar était encore pire. Beaucoup ont été agressés sexuellement par Uday lui-même sous prétexte de discipline. Il les appelait dans son bureau, prétendant discuter de leurs performances, puis se forçait sur elles. Les entraîneurs d'alliés les coéquipiers savaient ce qui se passait, mais ils ne pouvaient pas intervenir sans risquer leur vie. Certaines de ces femmes ont ensuite fui l'Irak, racontant au monde ce qu'elles avaient enduré, mais beaucoup d'autres ont complètement disparu. Même les propres gardes d'Uday vivaient dans la peur de lui. Ils ont vu de première main ce dont il était capable. L'un d'eux a dit plus tard aux enquêteurs qu'Uday avait une fois tiré sur un homme dans la jambe, juste pour voir comment fonctionnait son nouveau pistolet. À une autre occasion, il aurait libéré des chiens affamés sur des prisonniers comme forme de punition. Il y avait aussi des récits de femmes forcées de danser pour lui pendant qu'il tenait une arme à la main, mettant parfois fin à leur vie lorsqu'ils s'ennuyaient. Pour le monde extérieur, il apparaissait en costume et en uniforme militaire. À l'intérieur, c'était un prédateur qui régnait par la peur et l'humiliation.
Mais sa chute a commencé à se préparer en décembre 1996, lorsque sa vie a failli se terminer. Alors que sa voiture traversait le quartier chic de Mansour à Bagdad, des hommes armés ont soudainement ouvert le feu. Des témoins ont dit plus tard avoir entendu une tempête de balles, plus de 50 coups déchirant la rue. Les gardes du corps d'Uday ont été pris au dépourvu, et au moment où ils ont réagi, les attaquants s'étaient déjà échappés. La voiture d'Uday était criblée de trous, et il a été retrouvé saignant abondamment, s'accrochant à peine à la vie. Les médecins de l'hôpital Ibn al-Nafis de Bagdad ont travaillé pendant des heures pour le sauver. 16 balles ont été retirées de son corps, mais les dégâts étaient graves. Une balle avait frappé sa colonne vertébrale, le laissant partiellement paralysé. Il ne marcherait plus jamais correctement. Pendant des mois, il a eu besoin d'aide juste pour se tenir debout ou bouger. À un moment donné, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Saddam lui-même n'était pas sûr que son fils survive. Mais Uday a survécu, et au lieu de changer, l'attaque l'a rendu pire. Sa rencontre avec la mort l'a rempli de rage et de paranoïa. Il est devenu convaincu que les gens autour de lui complotaient secrètement contre lui. Il a augmenté sa sécurité personnelle, remplissant sa maison de dizaines d'hommes armés et installant des caméras de surveillance partout. Il sortait rarement en public à nouveau, préférant régner de derrière des portes closes. Plutôt que de se calmer, la cruauté d'Uday s'est approfondie. Il a commencé à se venger de quiconque qu'il soupçonnait d'être lié à l'attaque. Les forces de sécurité ont fait des raids dans les maisons sans avertissement. Des familles entières ont été emmenées au milieu de la nuit, accusées d'avoir aidé les hommes armés. Certaines ont été torturées pour extraire des aveux, même lorsqu'elles ne savaient rien. Les femmes aussi ont été ciblées, punies pour être liées à ou même connaître quelqu'un qu'Uday se méfiait. Les résidents de Bagdad chuchotaient à propos de la liste qu'ils gardaient, qui comprenait les noms de personnes qui disparaîtraient une par une. La blessure ne l'a pas rendu humble, elle l'a rendu vengeur. Le frère cadet d'Uday, Qusay Hussein, était l'opposé à bien des égards. Calme, organisé et loyal envers leur père, Qusay était tout ce qu'Uday n'était pas. Alors qu'Uday cherchait l'attention et le luxe, Qusay préférait rester hors des projecteurs, gérant discrètement les forces de sécurité et les agences de renseignement de l'Irak. Saddam lui faisait plus confiance, surtout alors que le comportement imprudent d'Uday apportait honte et chaos à l'image de la famille. Au fil du temps, il est devenu clair que Saddam voyait Qusay comme son véritable successeur. Cela a plongé Uday dans une profonde jalousie et colère. Il croyait qu'il était l'héritier légitime parce qu'il était le fils aîné. Mais son tempérament violent et ses scandales embarrassants avaient déjà ruiné ses chances. Au lieu de l'accepter, il s'est déchaîné. Il a insulté Qusay devant les autres, s'est moqué de lui pour être ennuyeux, et a même menacé sa vie lors d'accès d'ivresse. Leur relation est devenue si toxique que les gardes recevaient parfois l'ordre de les séparer lors des rassemblements familiaux. À la fin des années 1990, la tension entre eux s'était transformée en haine silencieuse. Chacun avait son propre cercle de pouvoir. Mais alors que Qusay construisait une véritable autorité, Uday construisait la peur. Lorsque les États-Unis ont envahi l'Irak en 2003, le monde a finalement vu ce qui avait été caché pendant des décennies. La chute du régime de Saddam a ouvert les portes du monde secret des Hussins, un monde construit sur le pouvoir, la cupidité et la cruauté. Lorsque les troupes américaines sont entrées à Bagdad et ont commencé à fouiller les propriétés d'Uday, elles ont découvert des pièces qui ressemblaient à celles d'un roi. Mais derrière la beauté se trouvait la pourriture. Au sous-sol, il y avait des chambres de torture avec des taches de sang, des chaînes et des câbles électriques encore attachés au mur. Les soldats ont même trouvé des pistolets dorés et des armes incrustées de diamants. Parmi ces effets personnels se trouvaient des photographies, des enregistrements et des piles de vêtements et de bijoux de femmes. Des documents et des bandes suggéraient des années d'enlèvement, de torture et de meurtre. Après la chute du régime, les gens qui avaient eu trop peur de parler ont finalement commencé à dire la vérité. Ce qui a choqué le monde n'était pas seulement le comportement d'Uday, c'était la façon dont il était ouvertement protégé. Ces crimes n'étaient pas des secrets au sein du gouvernement irakien, ils étaient ignorés et souvent étouffés. Les policiers, les ministres et les commandants militaires savaient tout ce qui se passait, mais personne n'osait agir.
Alors que Bagdad tombait et que la guerre se propageait, le monde de Uday a commencé à s'effondrer. L'homme qui vivait autrefois entouré de gardes, de luxe et de peur, fuyait soudainement pour sauver sa vie. Avec son frère cadet Qusay, il a fui vers le nord jusqu'à la ville de Mossoul. Là, ils se sont cachés dans des maisons sûres fournies par les derniers loyalistes, encore prêts à risquer leur vie pour eux. Pendant des mois, les frères sont restés hors de vue, se déplaçant d'une villa à l'autre, alors que les forces américaines et irakiennes les traquaient. Ils savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Saddam s'était également caché, et l'empire de la peur de la famille s'effondrait morceau par morceau. Pourtant, Uday refusait de se rendre. Il croyait qu'il pouvait s'échapper, reconstruire ou au moins mourir selon ses propres termes. Mais le 22 juillet 2003, leur cachette a été découverte. Agissant sur un renseignement d'un informateur local, les troupes américaines ont encerclé la maison où Uday et Qusay séjournaient. L'affrontement a duré près de 4 heures. Les frères ont tiré de l'intérieur de la villa, refusant de sortir. Des tirs nourris et des explosions ont suivi jusqu'à ce que la maison soit réduite en décombres. Quand ce fut terminé, Uday et Qusay étaient tous deux morts. Des tests ADN ont confirmé leurs identités, mettant fin à des années de terreur en une seule journée. Lorsque la nouvelle est parvenue à Bagdad, les gens se sont déversés dans les rues. De nombreux Irakiens ont pleuré, non pas de tristesse, mais de soulagement. Pour la première fois en décennies, ils pouvaient respirer sans craindre les fils Hussein. Mais pour des milliers de familles, la victoire est arrivée trop tard. Des mères cherchaient encore des filles disparues, des femmes portaient encore les cicatrices de la torture, et d'innombrables vies ont été laissées briser. La mort d'Uday a mis fin à son règne d'horreur, mais la douleur qu'il a causée a continué à vivre dans le cœur de ceux qui lui ont survécu.